Ségur, épisode spécial. Je suis accompagné de Vincent. Comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Cette année, on s'est croisés au FurCon. Ça a été très, très comique d'ailleurs de se croiser là parce qu'en tout cas, bref, on n'avait pas planifié les choses comme ça. Moi, c'est ma première expérience au FurCon. C'est la première fois que j'y vais. En plus, comme bonus, j'ai décidé d'aller faire la formation de fondamentale en FAIR, justement pour aller me chercher une certaine forme de structure dans ma façon d'appliquer la méthodologie. Justement, aller chercher les petits trucs supplémentaires que j'avais besoin pour améliorer ma façon de faire mon approche, et ainsi de suite. Ça a été très intéressant. On ne pensera pas énormément de temps là-dessus parce que, bon, si vous voulez le faire, faites-le. Mais c'est très pertinent parce que ça amène justement les repères nécessaires pour nous amener ailleurs et faire un bon usage, à mon avis, de la métaux. Il n'y a pas juste improviser puis faire des affaires comme ça gueule comme on pense. C'était très, très utile comme ça. Et ensuite, c'est suivi de 2 jours de conférence, très intéressant. C'est là où l'essentiel de ce qu'on va parler aujourd'hui. Puis je vais te passer la parole justement sur comment tu as trouvé l'ensemble de ces 2 jours-là. Comment toi, tu as vécu. C'est la 2e ou 3e fois que tu y vas, je crois. C'était la 2e fois que j'y allais, effectivement. Moi, je te dirais que j'ai beaucoup apprécié particulièrement la keynote là, je devrais dire la conférence d'ouverture de FAIR qui était animée par le CEO de Safe Security. J'ai trouvé que la conférence était dynamique. Ça m'avait donné un regain d'énergie concernant la gestion de risque cyber, mais je vais dire technologique en soi. Ça faisait un petit moment là, que j'avais pas... que peut-être je le sentais pas, là, mais peut-être j'avais besoin d'un petit... pump d'adrénaline pour Ouais. Puis la présentation a été faite de manière tellement dynamique puis intéressante que ça m'a donné un boost, comme on dit. Puis d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller la voir. Elle est sur le site ou sur le canal YouTube de la compagnie Safe Security. C'est une conférence d'à peu près 50 minutes. Moi, je vais essayer de peut-être faire un résumé de cette vidéo-là parce que je pense que ça peut être pratique là, pour plusieurs. Mais en particulier pour à l'intérieur de la compagnie pour laquelle je travaille, là, je pense que ça peut être bénéfique aussi. Donc, ouais, moi, j'ai pas vu, j'ai juste vu des bribes parce que je suis arrivé un peu en retard. Mon vrai travail a pris un peu de mon temps, malheureusement, pendant la conférence. J'ai pas pu voir tout ce que j'aurais aimé voir. Mais si on regarde comme dans les premières conférences de la première journée, c'est comme tu dis, c'est un volet inspirant. Puis je te dirais que pour travailler en risque, à certains égards, ça peut devenir décourageant avec le temps d'avoir à faire ça, puis de voir tout ce monde-là qui travaille en risque et amène une image positive et justement de cette capacité-là. Et pertinent justement d'avoir un petit regain de foi en ce que ces méthodologies-là et ces approches-là qu'on met de l'avant énormément nous amènent à aller ailleurs, à améliorer nos organisations, à améliorer les différents éléments dans lesquels on est. Là. oui, puis la plupart des conférences, c'est des panels avec des praticiens, avec des gens qui essaient d'implanter la méthodologie ou qui l'ont implantée, puis là, ils donnent leur retour d'expérience. Donc, c'est très... il n'y a pas beaucoup c'est sûr qu'il y a des PowerPoint, là, il y a des présentations, mais c'est surtout des discussions, des échanges entre experts. Donc, je dirais, en général, c'est une conférence très sobre. C'est définitivement pas comparable là, à d'autres conférences comme RSA ou autres, où il y a vraiment beaucoup plus de moments énergiques. Là. Donc, mais c'est très bien là, comme setup aussi. Là. Donc, le lieu, les journées sont quand même assez bien remplies. Là. C'est facilement un 7 heures de conférence. Là. Donc, la journée commence tôt et elle se finit là, à 5 heures. Donc, c'est bien rempli. Là. Il n'y a pas de moment ben, il y a des moments de réseautage, là, mais puis il n'y a pas non plus beaucoup d'exposants. Tu fais rapidement le tour. Là. Donc, c'est surtout des pauses de réseautage justement pour parler avec les gens. Puis c'est là qu'on s'est croisés. Donc,
Notamment, oui. Ouais. Ben, c'est un beau lieu, j'aime ça. Puis moi, c'était la première fois que j'allais à Washington. Fait que j'ai trouvé que l'endroit très intéressant, très. Puis ils sont en quelque sorte chanceux parce que le moment où c'est arrivé, la météo était quand même pas si pire. Fait que moi, ça m'a permis de visiter Washington. Là, mais je trouve ça très bien. C'est une belle place, un bel endroit justement d'avoir organisé ça là. C'est sûr que comme on est sur la côte est, c'est assez proche. C'est sûr qu'ils sont sur la côte ouest, c'est un peu plus loin, mais puis c'est un peu comme un renversement pour Las Vegas, qui est généralement le lieu de grands événements. Là, on est plus sur la côte est. Ça, c'est l'accessibilité pour moi, elle est très très grande et j'ai beaucoup aimé ce genre de choses-là. Ouais, ben en fait, moi j'avais posé la question à Jack Jones, pourquoi il faisait ça à Washington. C'est entre autres parce que les décideurs sont à Washington. Donc, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a certains conférenciers qui venaient de l'organisme CISA aux États-Unis, là, du département de la Défense, Homeland Security. Fait qu'ils avaient des représentants de plusieurs secteurs qui évidemment doivent être plus situés à Washington. Donc je pense ouais effectivement là, c'est bien situé. Puis moi aussi lorsque je suis allé la première fois à FairCon, j'en ai profité pour visiter un petit peu. Oui, puis on est vraiment dans le centre-ville. Puis pour revenir au contenu lui-même, puis un peu comme tu mentionnes, c'est ça nous donne l'accès à un certain nombre de personnes ou de grands décideurs, de grands, soit au niveau gouvernement américain, soit des grandes compagnies américaines qui ont, à certains égards, mis en application, soit faire directement ou une méthode d'analyse de risque, de voir comment on aborde cet élément-là dans les grandes organisations, comment ça s'inscrit. Puis moi, ma première journée est vraiment sous cet angle-là. Ce que j'ai vu comme conférence, c'est vraiment comment intégrer la gestion de risque dans le risque d'entreprise, comment se placer, comment le ciseau devient un enabler, un accélérateur à l'organisation, comment le ciseau devient aussi le porteur du risque cyber, ce qui est un mouvement qui est en train de se faire notamment aux États-Unis, où on le voit de plus en plus qu'on n'est pas juste là à crier qu'on a des vulnérabilités, mais là, on est en train de parler de risque. Donc, de changer le vocabulaire, de commencer à aborder ça. Fait que c'est très intéressant de voir ce mouvement-là se mettre en place. Ça, c'est plus au côté des décideurs, de voir comment tout ça se positionne et comment la cyber finir par atterrir à la table des grands, mais en ayant un discours de risque. C'est ça que j'ai beaucoup vu, moi, en tout cas, dans les conférences que j'ai vues la première journée, qu'on revenait beaucoup sur ces éléments-là de l'intégration. Comment on parle, comment communiquer, comment amener le risque aux gestionnaires, aux décideurs vers le haut. C'est un peu ce que j'ai fait. Puis un peu quand tu parles de moments encourageants, ben c'est comme ça que j'ai orienté ma pratique d'analyse de risque depuis les dernières années. Que c'est un véhicule de communication, donc de le faire dans cette direction-là. Puis en plus d'avoir fait la formation les 2 journées préalables, ça m'a permis de mettre encore plus en application ce moment-là et comment moduler mon message, comment des choses, puis en ayant des conférences qui abordent cet élément-là, comment on doit communiquer le risque, comment celui-ci est un outil de décision et à des gens en dehors de la cyber. Puis ça, on a de la misère, je crois, en cyber à être capable de se projeter à l'extérieur. Donc, c'est une belle façon de consolider pour moi cette connaissance-là. Qui me permet de continuer à cheminer dans des choses. Mais ça, c'est ça. Pour moi, ma première journée, c'est vraiment ça. Comment la cyber s'intègre dans l'entreprise réellement et arrêter d'être des cavaliers seuls avec nos affaires de firewall, puis de vulnérabilité, puis de crier au loup tout le temps. Là. Oui, puis en fait, je pense aussi il y a plusieurs mythes par rapport à FAIR, justement, on pense qu'il faut aller dans ces niveaux de détails-là, de firewall, etc. Qu'en réalité, c'est pas obligatoire. Je sais pas, le fait que je pense que ça fait plusieurs années que tu connais FAIR, ça fait plusieurs années que tu pratiquais ou tu mettais en application FAIR un peu. Avec la formation, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait certains éléments peut-être que tu n'appliquais pas tout à fait adéquatement? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas ajuster? Quels sont les... Ben, ça, c'est sûr, je vais ajouter des choses. Un des éléments qui je trouvais intéressant puis qu'ils ont mis énormément d'emphase dans la formation, en même temps, on l'a vu, puis plusieurs dans les présentations, notamment plus au niveau de la deuxième journée dans mon cas, on descendait très bas dans le diagramme, ceux qui connaissent le diagramme FAIR. Quand dans la formation, ils disent le plus tu es capable de rester en haut, plus fais l'effort, ne descend pas de très très bas dans les éléments qui suivent, parce que le bénéfice
est pas beaucoup plus grand quand on descend que quand on reste dans les premiers paliers. Là. Dans le fond, le premier palier, l'amplitude de la perte, puis la fréquence de la perte, qui sont vraiment les deux qui sont en dessous. Puis d'ailleurs, la formatrice avait trouvé l'image, elle disait, c'est comme, puis qu'elle avait pris quelqu'un d'autre, c'est comme Bob Marley, faut que tu restes soit high le plus longtemps possible. Essentiellement ce qu'elle disait, ce qui était très drôle comme image, puis cette image-là, elle marque, donc je m'en souviens encore, donc effectivement, le plus que tu restes en haut, mieux c'est. Cependant, comme dans les formations, dans les conférences la deuxième journée, on a utilisé notamment comme le Matter Attack, comment l'utiliser pour ça, mais là, quand on descend beaucoup plus bas et plus granulaire dans l'application, c'est bien, mais c'est pas nécessaire de le faire. Puis moi, c'est une des choses que j'ai appris, c'est que là, j'ai remonté toujours mes choses un peu plus haut dans ma réflexion, puis comment le prendre comme ça, puis descendre si c'est nécessaire. Donc, puis ça l'accélère parce que la méthode longue, elle est très, très coûteuse en temps. Et plus on monte, moins ça prend de temps à le faire. Fait qu'on est quasiment capable de faire des analyses de risque sur une napkin. Et essentiellement, on est capable d'aller beaucoup plus vite, donc de couvrir plus large, communiquer ton message. Puis c'est plus là, c'est d'arriver dans le... En tout cas, de ce que j'en retiens, c'est d'être capable de couvrir le plus largement possible l'entreprise, son risque, au lieu de descendre très profondément dans chacun des risques puis d'en couvrir moins, finalement. Je trouve ça très intéressant comme regard. C'est un peu ça qui me sort de mes choses. Puis un peu dans les définitions, puis un peu d'éléments aussi. Là, des fois, il y a certaines définitions que je maîtrisais moins bien. Là, c'est beaucoup plus clair. Ça a clarifié ces définitions. Oui, puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'ils ont un peu formalisé. Là, je pense que ça va être publié, j'imagine, prochainement ou dans les prochaines versions du livre ou de la méthodologie, là, j'imagine. Mais le fait qu'ils ont changé le terme vulnérabilité pour susceptibilité, je trouve que c'est beaucoup plus adéquat. Je pense que ça va faciliter aussi les échanges avec les gens, surtout ceux qui ont un background en cyber. Le mot vulnérabilité, là, souvent porté à confusion. Fait qu'il fallait expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de FAIR, ce mot-là. Tandis que susceptibilité, je pense que, bon, c'est un nouveau mot, oui, mais je pense que ça vient plus... ça vient clarifier. Oui, il est plus porteur. Dans ma formation, on l'avait abordé notamment, puis je pense que ce qu'elle avait dit, puis j'ai vu certaines présentations d'ailleurs aussi qui utilisaient ça au lieu de vulnérabilité. La formatrice dit pour l'examen, tu n'as pas le choix, c'est vulnérabilité, ça reste comme ça, mais le réel, c'est que la prochaine édition du livre va changer ce terme. C'est ça, je ne sais pas quand est-ce que ça va être publié. Je sais que le terme, j'ai fait une petite recherche rapidement, puis le terme susceptibilité a commencé à être utilisé par Open Group, l'organisme qui gère FAIR, le modèle. C'est en 2021 qui avait commencé à dire que ce mot-là était peut-être plus approprié. Donc, je sais pas quand est-ce qu'ils vont l'officialiser. Est-ce que c'est en 2024, en 2026, 2030, peu importe. Mais ouais, je comprends que pour l'examen, là, ça devait être encore l'ancien terme, là, parce que justement, la métaux, si vous allez sur Open Group, là, c'est encore l'ancienne terminologie. Puis sur le site du FAIR Institute aussi, c'est encore l'ancienne terminologie. Là. Si vous regardez le modèle sur une page, là, c'est encore vulnérabilité qui est utilisée, mais définitivement dans mes présentations ou dans dans mes analyses, je vais commencer à utiliser le terme susceptibilité. Là. Je pense que c'est... Oui. Moi aussi. Puis de toute façon, je reviens à ça. Pour moi, ça a toujours été un outil de communication. Et effectivement me battre avec les gens pour leur expliquer que la signification de vulnérabilité du côté d'Airfare, c'est toujours une bataille, puis c'est toujours long, puis on perd énormément de temps, donc de bénéfices du processus d'analyse de risque pour amener l'organisation ailleurs. Ça, je trouve ça très bien, ce nouveau terme-là. Moi, je l'avais appris, je l'ai appris là, toi aussi, finalement. Puis justement, j'ai commencé à modifier mes présentations, j'ai commencé à modifier tout ce que j'ai sur FAIR en conséquence par rapport à ce type de choses-là. Puis, mais je trouve en même temps très intéressant, puis clin d'œil, parce que j'ai vu Sunil, qui est celui qui a conçu le Cyber Defense Matrix, qui est une approche d'une ICSF avec une façon d'analyse, qui a été l'animateur, le modérateur dans une des conférences. Fait que je trouve ça intéressant parce que moi aussi, j'utilise des façons hybrides aussi, là, de voir que les gens qui
les grands penseurs dans l'univers de la cyber se retrouvent là aussi. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller lui jaser. Là, j'étais un peu contraint dans le temps. Là, mon day job m'interpellait quand même beaucoup, mais j'ai assez content de rester là. Mais c'est intéressant parce que lui il était au niveau de la modération, au niveau de la conférence sur Matter Attack, justement l'usage des kill chains du Matter Attack pour commencer. Puis là, on descendait très bas. C'est contraire à ce que je disais tantôt qu'il faut rester le plus haut possible. Mais quand on a besoin de descendre pour certaines raisons, pour peu importe la raison, ben, on va utiliser des référentiels comme celui-là. On va utiliser le FairCam aussi, qui est une autre approche par rapport à ce genre de choses-là. Puis on parlait du FairMam aussi, ça, moi, je suis un peu moins familier, mais c'est plus au niveau de la matérialité, des éléments comme ça. C'est des éléments complémentaires qui sont développés quand on veut descendre plus bas, puis quand on a des organisations plus matures essentiellement. Quand on est capable, où ça devient nécessaire. En fait, c'est bien que tu introduises le FairCam, FairMam. Je trouve que ce que Fair est en train de faire, c'est de mettre les blocs en place pour faciliter la chaîne d'un bout à l'autre. Donc, le modèle est là, oui, pour faire des analyses de risque, mais ultimement, on avait besoin des contrôles, de faire le lien avec les contrôles pour aider les organisations à comprendre, OK, qu'est-ce qui vient affecter quoi. Donc, le FairCam, c'est exactement ça. Puis, le Meter Attack, c'est ce qui est utilisé par les praticiens, les professionnels de la cyber qui sont vraiment en threat hunting, en vulnérabilité, etc. Donc, faut être en mesure de faire le lien entre tout ça. Donc, le Meter Attack, le CSF, le NIST Cybersecurity Framework, le FairCam viennent. By the way, il y a des mappings qui existent, qui ont été offerts par Fair. Malheureusement, il y a une nouvelle version du CSF qui est sortie, là, fait que le mapping n'est pas tout à fait à jour avec la nouvelle version, mais j'ai bien hâte de voir s'ils vont sortir une mise à jour assez rapidement. Mais l'idée, la majorité des contrôles du NIST CSF sont couverts. Donc, puis moi, encore une fois, ça fait on en avait discuté déjà par le passé, là, mais pour l'audience ici, là, moi, ça fait plusieurs années que je dis, ultimement, la méthodologie, de la manière qu'elle est développée, ça veut dire qu'on peut automatiser. Et puis, il y a tellement de signaux et d'éléments à regarder, que ce soit des actifs, que ce soit des vulnérabilités, que ce soit les threats à l'externe. Il y a tellement d'éléments que c'est quasiment impossible de le faire seulement par un humain. Ça nous prend des méthodes automatisées. Puis je reviens à la conférence de Safe. Dans le fond, c'est ça qu'ils nous ont montré. Dans le fond, pour les gens là, qui connaissent pas là, le milieu du CRQ, là, du Cyber Risk Quantification, Risk Lens était une entreprise qui avait été démarrée par Jack Jones, qui était une entreprise, je vais dire, à part entière, là, à but lucratif, si je me trompe pas. Mais qui supportait quand même le Fair Institute depuis quelques années. Dans le fond, Risk Lens a été acquis par Safe Security. Ils ont intégré ça dans leurs outils. Puis là, en fait, Safe Security, non seulement ils vont faire du CRQ, donc du Cyber Risk Quantification, mais là, ils prennent de l'expansion vers le Third Party Risk Management. Puis moi, j'ai parlé avec le CEO, puis il me disait, c'est clair que dans les 12-18 prochains mois, ben ils vont continuer de prendre de l'expansion. Là, je veux pas m'avancer. Là, je sais pas si je peux le mentionner, mais bref, leur plateforme va prendre de l'expansion. Puis tout est automatisé. Puis c'est l'outil. Leur objectif, c'est de devenir un outil fort pour un CISO qui a besoin, comme tu disais, de communiquer, soit à un conseil d'administration ou avec des entités externes pour dire, ben voici notre situation, voici pourquoi on a fait X, Y, pourquoi on a fait tel choix versus tel autre. Donc, c'est comme tu dis, on peut aller très granulaire, très fin. Moi, je pense que à ce niveau de détail-là, c'est préférable d'automatiser parce que justement, on perd beaucoup de temps à faire les liens entre les différentes techniques du Meter Attack, etc. Mais le FairCam, FairMam sont toutes là pour faire le lien entre ton analyse, les cadres de contrôle qui existent dans les organisations, puis ultimement, le FairMam, selon moi, c'est une approche de
d'agrégation des risques d'entreprise qui permettent à l'organisation de faire tout ce qui est reporting à l'intérieur de l'organisation et ultimement à des entités externes comme le SEC aux États-Unis, le Security Exchange Commission et d'autres qui exigent maintenant la notification. Donc, c'est quoi le FAIR-MAM, la matérialité, le Materiality Assessment Model? Je pense que c'est ça le terme, là, je suis plus sûr. Mais, je sais que matérialité dedans, mais c'est à peu près tout ce que j'ai mémorisé ça. Comme exact. Dans CAM, j'ai juste mémorisé que c'était contrôle. Exact. C'est ça, c'est Assessment Model, là, je pense, dans les deux cas. Là. Mais ultimement, la matérialité d'une brèche, ça fait plusieurs années que le SEC dit au conseil d'administration, vous devez déclarer vos risques cyber si vous pensez qu'il y a une matérialité, au moins une fois par année. Donc, si vous allez sur les formulaires 10K là, aux États-Unis, en fait, toutes les compagnies publiques, même au Canada, doivent rapporter leurs risques technologiques cyber. Puis de plus en plus, on a les conseils d'administration puis le SEC demandent plus d'informations tangibles, quantifiables. Donc, le FAIR-MAM vient aider à faire ce reporting-là de manière structurée. Donc, voilà. Ouais, oui, notamment. Puis c'est un des aspects parce que dans la formation, on avait des simulations qu'on exécutait avec des outils. Je pense que c'est Risklands qui nous prêtait pour faire ce genre de simulation-là. Puis moi, ça m'a été mon premier contact avec un vrai outil qui fait ce genre de choses-là. Et déjà, dans ces outils-là, tu as déjà une partie d'automatisation intéressante que je ne connaissais pas. Donc, dès là, on est capable d'avoir ce chose-là. Fait que quand tu parles de supplémentaires, puis dans ce que j'ai vu les présentations qui ont suivi, effectivement, il va y avoir des portes d'entrée pour des systèmes automatiques, avec de l'information automatique qui arrive de d'autres systèmes, donc qui vont alimenter la base de données de l'outil d'analyse, donc va modifier les risques en conséquence ou va les raffiner en conséquence des changements ou des informations tangibles qui sont dans l'organisation dans laquelle on est capable de modéliser différemment, mais de plus en plus mécanique, de plus en plus automatisé, où l'humain ne vient que communiquer, comprendre, et ainsi de suite. Parce que moi, j'ai pas peur. Puis ça, il y avait du AI aussi là dans tous ces éléments-là. Et c'est l'inquiétude des gens de se faire remplacer par du AI. Ouais. Et moi, j'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Pas à court terme. Non, puis comme dans le plupart des domaines non plus, d'ailleurs, je suis pas très inquiet, mais celui-là particulièrement, je suis pas inquiet, puisque je sais que l'intelligence que ça prend pour remettre en contexte n'est pas disponible à la machine. Donc, oui, c'est bien d'avoir des sources de données. C'est bien d'être capable de les filtrer là du AI, mais l'ultime communication demeure quand même humaine. Exact. Elle demeure, c'est étonnant à dire dans le cas de FAIR, mais la communication demeure qualitative, même si on communique du quantitatif, parce que c'est quand même ça qui demeure. Il faut avoir du storytelling et ainsi de suite. Ben, en fait, il y a toujours du subjectif dans les analyses de risque. Donc, ça, je ne sais pas s'il le mentionnait dans ta formation, mais ultimement, moi, ce que j'ai retenu quand j'ai fait la formation en ligne, j'ai pas fait la formation en personne, là, mais c'était toujours d'écrire nos hypothèses, d'écrire les informations pertinentes qu'on a prises en compte lors de l'analyse pour que dans 3 mois, 6 mois ou si quelqu'un d'autre lit l'analyse, d'être en mesure de comprendre le contexte. Puis toutes les hypothèses justement qu'on a utilisées. Mais j'utilise le mot hypothèse, là, mais j'essaie de trouver la traduction de assumption dans présomption. Présomption, ouais. Traduction directe, mais c'est pas plus beau. Là. Non, c'est ça. Je trouve qu'hypothèse fonctionne bien dans ce cas-ci. C'est comme un peu, on établit un cadre de travail ou un cadre, on définit notre portée. Puis ça aussi, c'est important dans l'analyse des risques d'épisode à portée. Ouais. Ça revenait autant dans les présentations que dans la formation, cette définition-là, qu'on définit notre portée et ensuite on descend. Et portée, c'est pas l'organisation, le portée, c'est le système, c'est le logiciel, c'est tout ce qu'on fait. Puis on a vu ça à travers certaines des présentations, la définition de cette portée-là et comment on vient agréger toute l'information puis on la monte vers le haut, parce que dans l'absolu, tu parlais de remonter ça au board notamment, ben on remonte pas tout, les amants, on faut agréger l'information pour que ça soit utile pour les gestionnaires de prendre la décision dans laquelle on s'installe, et notamment dans le risque d'entreprise, comment on fait ce genre de choses-là.
C'est un autre élément, puis ça, c'est la présentation fin de la première journée. Certains, puis justement, ils parlaient toujours de l'inquiétude de la disparition du rôle de risque cyber. Ça revient toujours un peu dans le trame de fond de ce que j'ai vu comme élément. Puis ils disent non, c'est pas parce que maintenant les risques d'entreprise, les risques cyber vont dans les risques d'entreprise que les gens spécialisés vont disparaître. Dans les risques d'entreprise, il y a toujours des spécialistes dans chacun des domaines qui est là. Donc, le risque cyber vient juste s'ajouter à la table et n'est pas juste complètement balayé. Donc, on est complètement dans ça. Genre, fait que c'est un domaine de spécialité qui va demeurer. D'où l'importance de s'y attarder. Puis, notamment, moi, c'est mon premier contact avec un événement en risque cyber. Je trouve ça c'est très, très pertinent de voir cette ouverture-là, puis cette façon-là de communiquer vers des systèmes, vers autres. Puis ça revient toujours à ça dans tout ce que j'ai vu comme élément. Je trouve bref, c'est très intéressant, là, cette façon-là, on revient à la communication. Ouais. Une chose qu'ils ont annoncé aussi en particulier pour le FAIR Institute, c'était justement éventuellement les nouvelles certifications qui veulent rendre accessibles. Je sais pas, ils n'ont pas donné d'échéance, là, je crois pas, en fait. J'ai pas mémorisé de date, donc je penserais. Exact. Donc, dans le fond, comme le cours que toi t'as fait, là, c'était le cours FAIR fondamental, là, donc la base, la théorie de la méthodologie. Là, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il va y avoir des certifications pour des analystes, des instructeurs, si je ne me trompe pas, et peut-être d'autres là, que j'oublie. Puis ils ont annoncé aussi une version exécutive, un cours sur le site Coursera, qui est disponible. Je l'ai pas vu, je vais essayer d'aller la voir, mais c'est ça. Ils disent que c'est parfait pour les exécutifs qui veulent comprendre la méthodologie et comment ça Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, pendant l'événement, puis moi, c'est des sections que j'avais pas accès parce que je n'ai pas le rôle de ciseaux, mais tu avais des tables rondes de ciseaux qui pouvaient justement, dans des secteurs, dans un certain nombre de secteurs, je pense 4 ou 5 secteurs différents où il y a des tables rondes de ciseaux qui peuvent échanger parce que dans le fond, c'est le ciseau qui devient le porteur du risque cyber. Puis je trouve ça bien que cette communication-là. J'aurais aimé assister à ce genre de choses-là, voir qu'est-ce qui se dit là-dedans, parce que, bon, ça m'aurait probablement guidé un peu dans ma profession. Mais évidemment, au moins, c'est intéressant de voir qu'ils regroupent ces gens-là par secteur et leur permettent de parler entre eux autres, justement, pour être capable d'échanger, améliorer l'état de l'art. Puis j'espère que ces informations-là redescendront pour justement améliorer l'état de l'art. Tu parles de certification. Ça aussi, c'est un élément. Je suis pas nécessairement très favorable au censage, aux certifications professionnelles, parce que bon, ça vaut ce que ça vaut, mais il demeure que ça surtout un domaine naissant comme celui-ci, où on est encore en train d'improviser beaucoup, à mon avis, beaucoup trop, mais de commencer à avoir au moins un peu de balises dans lesquelles on est capable de ça. Puis en ce sens-là, je veux dire, c'est un peu comme la vaccination, c'est-à-dire quand on atteint l'immunité de groupe, donc quand il y a suffisamment de monde qui est certifié, ça devient de moins en moins important de se certifier là-dedans parce que, bon, collectivement, le groupe nous amène ailleurs, mais de se rendre jusque-là, ben, il faut qu'on pousse ce chemin-là. Fait que je fais ce chemin-là. Tu sais, je trouve ça raide de faire. J'ai été épuisé. Là, mentalement, c'est très drainant. Là, je suis plus l'âge de ce genre de choses-là. Là. Mais en même temps, je trouve ça essentiel de passer par le chemin et puis aller les certifications pour démontrer que je maîtrise le contenu. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, là, il y en a tellement de certifications maintenant, là, puis en fait, je me rends compte qu'il y a différents types de certifications, des certifications qui valent plus que d'autres pour différentes raisons, là, peu importe. La raison pourquoi je reviens vers ça, j'ai toujours eu un petit côté instructeur, professeur dans l'âme. La raison pourquoi je reviens à ça, c'est que moi, FAIR, ça fait à peu près 10 ans que ça existe. Et puis, je me souviens que j'avais parti à un groupe de discussion, là, je vais l'appeler comme ça, un think tank là, avec l'ISACA à l'époque. On était, je pense, 10 ou 12 personnes. On connaissait, entre guillemets, là, on connaissait FAIR. On était tous très enthousiastes à quantifier les risques cyber. Donc, c'était tous du monde qui avait lu, qui avait vu, mais qui avait aucun d'entre nous avait pris la formation, avait la certification. Puis mais on essayait de faire pousser la discussion, puis d'essayer d'arriver à justement pousser la quantification des risques cyber. Puis finalement, on a travaillé ensemble, c'était bien plaisant.
je dirais qu'on a amélioré notre connaissance mutuellement de la méthodologie par les échanges qu'on a eus. Mais contrairement à un think tank, tu sais, normalement, quand tu crées un think tank, tu mets des gens qui sont déjà des experts dans ce domaine-là pour arriver à faire avancer quelque chose. Là, j'avais plus l'impression que c'était, OK, non, c'est un groupe d'enthousiastes, puis on se mutuellement, on échange sur le sujet pour se faire avancer tout un chacun. Mais je te dirais qu'on n'a pas, on n'a pas atteint l'objectif que j'avais en tête à l'époque parce que personne, puis je m'inclus là-dedans, là, personne n'avait cette connaissance-là de base de la certification ou de la méthodologie. Fait que moi, la première étape que j'ai fait, premièrement, le groupe, on l'a dissous parce qu'on voyait que on n'atteignait pas les objectifs, mais deux, je me suis mis dans le chemin pour dire, OK, il faut que j'aille faire la formation parce que littéralement, même après avoir lu le livre, même après avoir lu toute la documentation, clairement, je n'ai pas saisi des points qui sont importants. Donc, puis on le sait, là, quand on lit un livre ou quand on va à une formation, on retient quoi, 10%, 50% max, là, tu sais. Fait que c'est ça. Oui, mais absolument. Là, c'est pour ça, je fais l'information, c'était pour consolider ça, de passer de quelqu'un qui aime beaucoup la méthodologie à quelqu'un qui est capable de l'utiliser de façon plus professionnelle, disons, là, de façon plus structurée et tout ça, puis ça va améliorer parce que là, j'ai découvert des approches pour faire des choses beaucoup plus rapidement que j'ai fait présentement. Donc, de trouver les Ah, c'est bien ça. Raccourci, c'est pas le bon terme, mais la bonne façon de faire des analyses rapides. Et je pense que dans mon entourage professionnel, c'est un des éléments qui est peut-être le plus important, c'est de commencer à les mettre en contact avec cette façon-là, cette méthodologie-là, et d'avancer avec ça, puis d'aller plus loin. Puis bon, dans ce cas-ci, la certification, puis la formation m'a amené là. Faudrait pas qu'il fasse comme Isaac, tant qu'à dire, fasse comme Isaac, il commence à faire pleuvoir des certifications non plus. Là, non. Ça, on le voit de l'autre côté, les autres, ils font pleuvoir ça, ça vient diluer à terme la nécessité puis tous ces éléments-là qui se mettent en œuvre. Mais non, je suis d'accord. Puis c'est d'ailleurs, ça fait partie des éléments tu sais, il y a des certifications que tu vas faire en ligne. Une fois que tu as fait le cours, tu as ton certificat, là, entre guillemets. Mais tu sais, il n'y a pas eu d'examen, il n'y a pas eu de truc. T'en as d'autres qui vont avoir des examens, t'en as d'autres qui vont avoir des examens plus de l'expérience professionnelle, un peu comme l'ISACA. Il y en a d'autres, ça va être l'expérience professionnelle plus des CPE, etc. Fait que non, je suis d'accord avec toi, il faudrait pas que ça devienne un fouillis de certification juste pour aller extraire plus d'argent des gens, là. Ouais, effectivement, mais tu sais, je vois quand même d'un bon œil l'initiation d'un certain nombre de choses, notamment formation des gestionnaires, formation des ciseaux, les amener, tu sais, des quicks qui vont être capables au moins de maîtriser le vocabulaire. Puis on revient toujours à ça, maîtriser le vocabulaire et de faire du sens. C'est pas d'arriver dans des conseils d'administration avec des tableaux incompréhensibles ou des gros calculs mathématiques incompréhensibles. D'arriver avec des choses qui sont tangibles pour les autres décideurs, parce que dans l'absolu, les chiefs exécutifs sont tous des gestionnaires de risque de leur domaine spécifique. Fait que donc, tous ceux-ci vont parler en risque, donc c'est important que les ciseaux commencent aussi à faire le même chemin, puis faire un bel outil pour ce genre de choses-là. Mais en même temps, c'est que j'arrive dans un univers aussi que j'en ai fait d'autres, j'ai d'autres méthodologies, puis c'était peut-être un peu ça aussi la nécessité pour moi de faire la formation, parce que j'hybridais les différentes façons que je faisais à une approche hybride qui était pas pure faire, mais qui était mélangée avec les autres autour. Ce qui, des fois, c'est souvent ça que j'ai vu, ouais. C'est peut-être pas idéal non plus parce que, bon, il y a certains raccourcis là-dedans qui viennent tordre les résultats, surtout dans un contexte quantitatif comme faire, où c'est beaucoup plus à cheval là-dessus. Ben là, tu viens de tordre un peu, puis ben, tu n'obtiens pas nécessairement le bon résultat par rapport à comment la méthode devrait t'amener à des résultats de risque définis. Ouais. Faites un bon tour d'horizon. Puis, de toute façon, on a juste surfé sur les différentes présentations. De toute façon, les présentations seront disponibles en ligne éventuellement. De toute façon. Oui, ils ont déjà commencé à en publier quelques-unes. Là, donc, ça commence au compte-gouttes à apparaître sur le site de FAIR. Oui. Donc, j'invite tout le monde à aller les voir. Oui, absolument. Puis c'est pour ça qu'on ne rentre pas spécifiquement dans chacune des conférences. Puis on en parle. Parce que de toute façon, c'est beaucoup mieux d'aller voir le contenu direct et littéraire. Mais juste de voir comment
en tout cas, moi, mon expérience, partager un peu avec toi, là, qui était ta deuxième année, pour moi, ma première année, de voir comment tout ça m'a transformé, si on veut, pour faire un meilleur praticien de risque de moi à travers ça. Puis c'est sûr, je retourne l'an prochain aller faire continuer à cheminer là-dedans. Peut-être pas une autre formation, là, parce que c'est quand même assez funky, mais au moins de continuer à rafraîchir ses éléments, avoir une piqûre de rappel, d'avoir continué à se faire mettre là-dedans. Je trouve ça très fun, parce que ça vient recalibrer, puis un peu comme tu le disais en entrée de jeu, ben, ça t'a comme monté le moral un peu, mais ça vient comme justement nous remettre un peu, nous réaligner, voir où ça s'en va. Là, on a les meilleurs au monde qui sont là, donc on est entouré des gens qui sont capables de mieux. Exact. Puis ça nous donne des idées pour nos analyses à nous aussi. Jusqu'où aller, comment interpréter, comment regarder les situations. Parce que des fois, on analyse des risques, puis tout d'un coup, on fait comme finalement, c'est un risque de tierce partie, par exemple. Donc là, ça te permet de recadrer justement le scope dont tu avais clairement identifié l'importance au début de notre oui, absolument. Oui. Ça fait partie des choses comme ça. Puis les risques tiers partie aussi, pour moi, ça a été un premier contact de comment on le quantifie. J'ai trouvé ça intéressant de voir parce qu'on en parle, mais on n'a pas de moyen de le quantifier pour le moment. Il amène des chemins de quantification. Et donc, j'ai appris les acronymes qui étaient rassociés à ça parce que le programme était rempli d'acronymes que je ne comprenais pas au début. Et j'ai dû faire ma recherche de comprendre les acronymes spécifiques à cet environnement-là. Ouais. Donc, tu n'as rien d'autre à rajouter sur ce qu'on a jasé? Écoute, mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on a couvert. Pour l'instant, je te dirais, on a parlé de communication. Pour moi, FAIR, c'est un outil de communication. Dans une des présentations, il y avait mentionné aussi que parmi les règles du SEC aux États-Unis, une des quand ils ont voulu faire le enforcement des règles, justement, là, jusqu'à maintenant, là où le SEC a dit aux compagnies, vous faites pas bien les choses, c'est en termes de communication à l'interne, qui ont fait que les avis publics, là, les fameux rapports financiers que je vous parlais tantôt, étaient inadéquats parce que la communication à l'interne était inadéquate. Donc, c'est un outil de communication FAIR. Donc, c'est vraiment important de le comprendre puis de bien l'utiliser. Quoi d'autre? Ben moi, je suis vraiment l'évolution au niveau des third party risks. Là. J'ai hâte de voir le modèle qui vont sortir. Je pense qu'ils l'appellent FAIR TAM. TAM. Donc ça suit la logique. J'attends de voir ça avec impatience parce que je sais qu'ils ont travaillé là-dessus beaucoup dans la dernière année. Il y a Jack Jones qui travaille sur un nouveau, je sais pas si c'est un nouveau livre ou une nouvelle version de son livre. Je suis plus certain. Au début, je pensais que c'était une nouvelle version de son livre, mais j'ai cru voir à quelques endroits là, que c'était peut-être un nouveau livre sur FAIR CAM, en fait, là, qui allait sortir. Ou peut-être que c'est les deux, je sais pas. Fait qu'il y a ça. Je te dirais que non, ça fait le tour. Fait le tour, mais c'est excellent. Mais merci d'avoir pris le temps de faire ce petit retour d'expérience-là, d'avoir pensé et de partager avec moi tout mon émerveillement de ma première expérience au FairCon. Donc, merci. Merci de l'invitation.